Hello tout le monde et bienvenue sur Antipopcast, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission, je suis toujours accompagné de William. Salut William. Hello François. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va bien. C'est lundi matin. C'est lundi matin, c'est un peu difficile de reprendre mais on est bien, on est ensemble. On est bien, ça fait plaisir de commencer la semaine ensemble comme c'est ça. Clair, c'est clair. Aujourd'hui on a la chance de recevoir deux invités, donc Meifa que vous aviez déjà vu dans la saison précédente, l'épisode 1, enfin notre première invité de la saison précédente. Salut Meifa. Salut. Comment tu vas ? Ça va bien. C'est cool de t'avoir encore une fois aujourd'hui. Et puis on reçoit Joao, qu'on n'a jamais reçu encore jusqu'à présent. Salut Joao. Salut. Comment ça va ? Bah écoute, ça va. Hein. Ouais, bienvenue. Merci d'avoir fait tout ce chemin. Donc toi, tu viens de la Chaux-de-Fonds, c'est ça ? Exactement, ouais. C'est ça. Est-ce que tu peux un peu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ? À fond, ouais. Bah du coup, je m'appelle Joao Ishoa. J'ai 25 ans. J'habite à la Chaux-de-Fonds, en Suisse. Je suis DA, donc je fais pas mal de création et de conception graphique pour des clients, je suis indépendant quoi. Et puis je suis également danseur, donc cool. Je donne des cours et puis je participe à pas mal de compétitions en Suisse et aussi à l'international. Tu danses quel style ? Enfin quel genre ? Du hip-hop, mais j'aime bien aussi découvrir d'autres styles. J'aime bien tout ce qui est contemporain. J'ai pris quelques cours de jazz, genre vraiment quelques cours de jazz, sinon un peu de house. Puis j'ai un peu des bases un peu par-ci par-là, mais principalement le hip-hop quoi. Ouais. Trop bien. Donc voilà. C'était insoupçonné ça, tu vois, je m'attendais pas à ce que tu nous dises ça. Ah ouais. Ouais, j'étais... Bah voilà. Ok, trop c'est bien. moi. Et puis Meifa, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui n'ont pas regardé ton épisode ? D'ailleurs, si vous n'avez pas regardé son épisode, allez le voir, c'était trop bien. Mon nom c'est Meifa, je fais de la réalisation, j'étais principalement connue plutôt pour faire du clip, après je fais pour payer mes factures, je fais plutôt de la publicité. Puis voilà, ça fait à peu près une dizaine d'années, plus 12 ans que je suis freelance. Ok. Donc voilà. Trop bien. Aujourd'hui, on va parler, donc on va avoir deux sujets qu'on va aborder. Le premier, ça va être comment vendre son art. Donc c'est un gros point quand même qu'on va aborder. Parce que c'est toujours un peu compliqué pour les gens qui nous regardent et qui peut-être veulent se lancer là-dedans ou des gens qui sont déjà là-dedans. L'idée un peu, c'est de leur donner peut-être des clés, des tips pour être mieux là-dedans. Et puis aussi de débattre entre nous là-dessus. Avant toute chose, William, tu vas nous servir un petit verre. Et moi, je vais directement en fait commencer avec la première question. Toute basique. Déjà, c'est quoi les services que vous proposez, vous ? Donc là, Meifa, tu nous parlais que tu faisais du corpo. Ou alors pour payer réalisation et production. Donc selon les projets, des fois, il y a une boîte de production qui s'occupe de cet aspect-là et de la relation avec le client. Ou des fois, selon les projets, c'est moi qui gère la totalité de A à Z. Ok. Donc ça va aussi du développement de l'idée. Souvent, les clients, ils n'ont pas une idée très, très précise ou très réaliste de ce qu'ils veulent. Et je vous ai versé ça un peu donc comme du du coup, thé froid, je suis désolé. mon travail, c'est de prendre un peu toutes ces informations en compte et puis de proposer un film et un projet qui soit réalisable. Merci. Ok, trop bien. Puis Joao, toi, c'est quoi un peu le... Alors moi, c'est plus de la conception et de la création graphique. Donc c'est très très vaste. Donc si par exemple, je travaille pour une marque qui m'a contacté pour trouver des solutions visuelles et graphiques pour mettre en avant sa marque, etc. Donc j'ai trouvé un concept de shooting, j'ai essayé de trouver des photographes qui rentraient en lien avec cette DA-là. Ça peut être du branding, donc création de logo ou de visuels pour un artiste ou un événement. Et puis voilà, donc je suis pas mal dans l'industrie de l'événementiel, de la mode, pas mal aussi de la danse forcément. Donc voilà, en gros. Toi, ça fait combien de temps que tu... Ça fait à peu près 5 ans. 5 ans, ouais. Ok. Mais Fata, tu disais que ça faisait combien de temps ? Je fais toujours un peu des calculs sur la lune. Non, j'ai commencé en 2011, donc okay. Voilà. Un petit peu plus longtemps. Ça fait un petit moment déjà. Ouais. Justement, par rapport à ça, c'est comment un peu... c'est quoi l'anecdote ? Comment plutôt vous avez réussi à avoir vos premiers clients ? Moi, mes premiers clients, en fait, ils payaient pas. Donc, du coup, c'était facile. Ok. Non, mais disons que moi, j'ai commencé pas mal dans la musique et t'as plein de potes qui veulent du contenu et tout ça. Donc, au début, quand tu démarres et puis que
Les seules choses que tu demandes à payer, c'est un peu tes frais, si tu dois louer une lampe, te déplacer et tout ça. C'est clair que ça fait des projets relativement abordables. Donc moi, c'était un peu ça le début. Puis petit à petit, certains de ces projets sont un peu sortis du lot et puis ont attiré des plus gros projets, des plus gros budgets. Donc du coup, c'est comme ça gentiment que ça a grossi puis que j'ai pu faire un peu mon portfolio. Puis comment tu passes du moment où tu fais des projets pour des potes, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui sont encore à ce stade-là ou qui sont encore, enfin, qui aiment faire des projets pour des potes, donc pas forcément rémunérés. Comment tu fais la transition entre en fait je fais des trucs non rémunérés et tout d'un coup je vais faire payer ce que je fais. Et en fait c'est pas les mêmes personnes. C'est-à-dire que tu fais un truc pour tes potes où tu fais pas payer ton service et ça attire d'autres personnes et en fait pour ces autres personnes de l'extérieur c'est logique de te proposer de l'argent vu qu'elles viennent te chercher pour un travail. Donc en fait c'est comme ça gentiment que la transition se fait. Après c'est vrai que c'est aussi une conversation qu'on peut avoir avec les gens pour qui on a travaillé bénévolement, de dire c'est mon métier, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un petit peu, puis des fois on te lâche 200 balles, des trucs comme ça au début et puis t'es content quoi. Mais c'est vrai qu'après c'est un point hyper important que tu soulèves, parce qu'en fait moi je l'ai remarqué aussi dans notre business, c'est que les clients que tu as à un certain level de prix, c'est compliqué de changer. C'est difficile de les faire évoluer en fait, dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que de monter les prix, c'est super difficile, mais de les descendre aussi pour être plus attractif une fois où ils auraient peut-être moins de budget, c'est très compliqué, parce que du coup, ça devient le nouveau prix. C'est ça. Ça devient, en fait, tu leur dis que c'est possible de le faire à ce prix-là. Ouais. Et t'as beau expliquer que c'est des heures gratos, que t'investis une partie de ton entreprise dedans, que tu fais pas de marge sur ce projet, t'as beau leur expliquer et ils ont beau intellectuellement le comprendre, ça devient le nouveau prix quand même. Ouais, c'est vrai. Et donc c'est un peu un truc où même des fois les gens ils veulent, je travaille des fois avec des personnes qui font des énormes tarifs, de rabais pour obtenir un nouveau client. En disant voilà, si on bosse bien, etc. Ils vont nous garder, etc. Et en fait le problème c'est que j'ai l'impression que 9 fois sur 10 en fait ces nouveaux clients ils ont travaillé avec eux pour ce prix bas et qu'en fait ils travailleront jamais avec eux au prix du marché. Et c'est un peu un piège. Et donc à un moment où je me suis dit il faut que j'accepte de perdre des gens en disant ça c'est mes tarifs et j'accepte que vous vouliez pas ou qu'on vous vouliez plus. Et c'est pas grave parce qu'en fait on est dans une impasse en fait où jamais je serais considéré pour le vrai prix que je coûte. Après il y a des exceptions, il y a des exceptions, des gens qui veulent évoluer avec toi et qui augmentent leur budget au fur et à mesure et qui du coup te proposent plus parce qu'il y a une compréhension et il y a une envie sur la durée, mais dans beaucoup de cas c'est juste un piège. Et en fait c'est très rare, faut prendre le projet, il faut prendre le projet sur le moment pour ce qu'il est. C'est comme quand les gens me disent oui on fait ce premier truc moins cher mais après il y en aura d'autres et puis ce sera mieux, ça marche jamais, et j'ai dit alors soit tu me fais un contrat qui dit qu'on en fait 10 et puis que du coup celui-là je le fais moins cher mais qu'il y a les 9 autres qui suivent, mais comme ils peuvent pas le garantir c'est un one shot et donc du coup faut être ok que ce soit un one shot et que ce projet là one shot il soit suffisant. Là juste en 30 secondes tu as évoqué tous les problèmes qu'on a au niveau client, facturation, être dans la bonne cible et tout. Je trouve que ça regroupe exactement toutes les problématiques. Évoluer gentiment avec un tarif, avec certains clients, mais petit à petit, ça veut pas dire... Enfin, tu peux pas doubler d'une année à l'autre. Évidemment. Là, il y a des clients qui vont te suivre s'ils ont le budget de te suivre. Et sinon, la plupart du temps, en fait, j'ai l'impression que dans la carrière qu'on va avoir, en fait, tu changes de client. Et ces clients se retrouvent de nouveau avec des personnes peut-être qui sont à des tarifs un peu plus bas. Ils recommencent à chercher des gens qui peuvent répondre à leurs demandes. C'est méga intéressant. Puis Joao, toi, t'as commencé comment du coup? C'était des potes aussi comme Mefa? Moi, j'ai commencé directement après ma formation du coup, après l'école d'art de Chaux-de-Fonds. Et puis mes premiers clients, c'était vraiment des contacts je me rappelle même plus vraiment, c'était genre le père d'un pote qui travaillait dans une agence qui cherchait nanana. Et genre j'ai eu de la chance du coup parce que c'était des entreprises. Du coup j'ai pu directement mettre des vrais tarifs, des vrais tarifs pour en tout cas pour quand je débutais quoi. Donc ça c'était hyper cool, mais du coup le problème c'est que juste après il y a eu le Covid et j'ai perdu tous mes clients. Donc c'était un très mauvais moment pour commencer.
Mais ouais, sinon, quasiment même encore aujourd'hui, la plupart de mes clients, c'est vraiment du contact, des gens que j'ai rencontrés, des potes artistes, ou tu vois, c'est quasiment presque du contact. Donc voilà. Du réseautage. Ouais, du réseautage, c'est quasiment vraiment 90%, c'est ça. C'est drôle. En plus, ça fait quoi? Tu disais que ça fait 5 ans que tu fais 5 ça. ans, ouais. Que du coup, tu es sorti de l'école. Ça fait voilà, 5 ans. J'ai fini en 2018 et je me suis lancé 2019 par là, officiellement, tu vois. Ouais. Et puis ouais, j'ai continué. Donc, tu as eu... en fait, j'ai l'impression que dans nos métiers, c'est après genre 2-3 ans que tu commences à avoir un peu des clients, à avoir un peu une petite base. C'est clair que les premières années, c'est du bénévolat. Enfin, au début, c'est dur. Ouais. Puis t'as pas de portfolio, surtout dans ces industries-là. Donc, en fait, moi, une fois, on m'a dit un truc complètement lunaire dans un rendez-vous pour un artiste pour un clip. Parce que justement, j'expliquais un peu le budget, les tarifs, voilà ce qu'il fallait. Et la personne me dit: mais est-ce que toi, t'as des clips qui passent sur MTV pour justifier ces prix-là? Et j'ai dit parce que c'est à moi de faire la promo des arts. J'étais complètement confuse, genre, de où ça sort. Et c'est un peu naïf, mais c'est un peu mignon en fait, de voir comment les gens perçoivent ton métier. Ouais. Et en fait, il y a une question de si tes clips ils passent sur MTV, du coup, t'as la fame, du coup, ça justifie que tu sois bien payé. Alors qu'il y a de la merde qui passe sur MTV, faut se le dire. Tout à fait. Et donc, c'est très étrange la perception que les gens ils ont et dans leur tête, si ça justifie ou pas de payer un certain prix pour t'avoir. Ouais. Nous, on en a parlé un petit peu en off précédemment avec Mefa, mais on en parle souvent avec plein de collègues dans le milieu. C'est comment on justifie ces prix, parce qu'il y a une justification des prix qui est, tu vois, purement genre travail pur, t'arrives avec ton matériel, tu shoots, t'as tant d'heures, c'est très, je veux dire, c'est très factuel. Très factuel, concret, exactement. Et puis c'est des trucs listés. Voilà, exactement. Sauf que aujourd'hui, le topic, c'est comment vendre son art. Donc, il y a bien sûr ce truc très factuel, mais il y a aussi ce truc de, une chose un peu immatérielle finalement, qu'on doit vendre. Comment est-ce que vous y prenez? Est-ce que déjà dans vos prix, est-ce que c'est quelque chose qui rentre en compte, ou est-ce que vous, c'est très sur des heures, sur des choses très factuelles? Moi, premièrement, je me base sur des choses assez factuelles, mais aussi je fais attention à la valeur perçue de ce que je vais vendre en fait. Si je donne un exemple, si je vais travailler pour un coach sportif qui veut se lancer en indépendant, il n'a pas beaucoup de budget, je vais pas forcément faire exactement le même tarot que si je fais un projet pour Nike par exemple. Genre c'est vraiment par rapport à la valeur que ce que je vais faire, ça va rapporter au client. Par exemple, si je fais un logo à une grosse entreprise, elle va pouvoir faire du merch, faire des publicités avec ce logo, etc. Donc ce logo, c'est un investissement pour eux qui vont rapporter beaucoup d'argent, tu vois. Donc il y a ça aussi qui rentre en compte. Ça, tu le prends en compte quand tu crées ton offre pour le client, du coup. Voilà, ouais. C'est ça. Alors c'est méga intéressant, mais ça, c'est presque un troisième topic de justement le retour sur investissement un peu que tu vas faire. Mais maintenant, ce que toi, tu vois, ta patte à toi qui est finalement unique, quelle plus-value tu arrives à en tirer? Qu'est-ce que tu arrives à en tirer? Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai pas trop su. Tu vois, genre, admettons, tu as ce pote qui est coach sportif et qui veut se lancer, puis tu as Nike. Ouais. Ton art, il reste le même, ta patte, elle reste la même. Alors, bien sûr, il y a cet aspect, tu dis, il n'y a pas les mêmes retombées derrière, mais il y a quand même un point où tu vends quelque chose d'immatériel qui est une patte unique à toi-même. Est-ce que ça, comment tu arrives à la chiffrer? Alors, c'est chaud. Délicat, c'est vrai que je pense que dans nos milieux respectifs, il y a un peu des prix du marché quand même, que tu peux, dans lesquels tu varies plus ou moins par rapport à tes années d'expérience, par rapport au projet à ton portfolio actuel. Donc, moi, je le vois, je fais un peu dans le même principe, mais je le fais dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'ai des tarifs, on va dire, normaux, qui sont pour tout le monde. Et après, quand tu as le coup de ton pote qui est coach sportif, ou voilà, de quelqu'un que tu as envie d'aider, ou d'un artiste, tu fais un rabais sur ce tarif. Mais ça ne veut pas dire que
En fait, c'est pas que tout d'un coup, parce que tu bosses pour cette personne, tu vaux moins. C'est qu'en fait, tu acceptes de faire toi-même un geste sur ce que tu factures parce que tu veux soutenir cette personne. Et donc après, il y a le prix en termes de transactions financières, mais il y a aussi tout ce que tu peux négocier à côté. Je veux dire, par exemple, tu peux imaginer que parce que pour un projet, tu décides de travailler à tarif réduit, que du coup, tu décides de négocier des droits. Alors après, peut-être que pour tout ce qui est identité graphique, c'est peut-être un petit peu différent. Mais par exemple, sur un film, de dire, imaginons que tu fais un film pour un artiste qui fait énormément de vues, mais qui n'a pas beaucoup d'argent. Tu dis, voilà, moi, je veux les retomber sur les royalties, des vues YouTube, des trucs comme ça. Et en fait, tu trouves une façon, par exemple, tu dis, toutes les potentielles récompenses en festival, je les encaisse à hauteur de temps pour rembourser en fait mon temps de travail. Et tu peux trouver un peu des deals en participation comme ça pour compenser le fait que tu aies fait un rabais. Après, des fois, c'est des projets où tu sais qu'il y aura 0 retombée puis tu le fais pour autre chose. Mais c'est vrai que le rapport est un peu différent. Donc, quand je fais vraiment un rabais, quand je travaille pour un projet qui est... on va dire plus de l'ordre du projet personnel, du truc culturel où tu as envie de donner un coup de main, je négocie différemment aussi dans le sens où je dis je vais pas gagner d'argent dessus, je vais travailler beaucoup, du coup je veux une liberté artistique. C'est-à-dire que je veux c'est pas genre un film corporate qui me paye hyper bien, ou si tu me dis de mettre un plan que je trouve immonde, je vais te le mettre. Là on est dans un truc où on est dans une collaboration, et donc du coup on fait ensemble, mais je garde la main sur le résultat final aussi. Sinon, en fait, t'as aucun intérêt. Tu travailles gratuitement pour faire quelque chose qui te plaît pas. Ça devient compliqué. Après, c'est un peu des trucs... tout se négocie, quoi, avec les gens. Donc, si les gens veulent pas payer le prix plein, on peut trouver une façon, quoi. Si je peux rebondir, je suis grave d'accord avec ce que tu dis. Là, typiquement, je travaille sur un projet qui, en gros, c'était un pote, un studio d'un pote. Ils étaient surchargés. Ils n'avaient pas trop de temps de taffer dessus. Du coup, ils m'ont refilé le projet. Puis c'était un projet genre vraiment qui m'intéressait de ouf, genre je trouvais hyper intéressant, genre ça me parlait grave. Mais le prix il était en dessous de ce que moi je proposais. Et du coup j'ai dit clairement bon les gars, donc au client et au studio qui m'a envoyé le projet, j'ai dit bon les gars le budget il est clairement en dessous de ce que je fais d'habitude. Mais vu que le projet il est hyper cool, ça me passionne et je vais pouvoir m'éclater dessus. Là dans ce cas je suis d'accord de taffer là-dessus, tu vois. Mais si justement je suis très clair là-dessus que justement le tarif est en dessous et que s'il voudra un truc encore externe après, tu ou autre, en heure sup, quoi. voilà, tu vois, c'est ça. Donc ça c'est faisable aussi. Ouais. Ça revient un peu à ce que tu nous as apporté toi, William, dans un autre podcast de la saison passée, mais aussi des autres saisons, on en parle souvent. C'est la règle des 3 là. Ouais. Tu peux un peu nous parler de ça juste en vitesse, parce qu'on en a parlé plein de fois. On en a parlé plusieurs fois, mais effectivement, il y avait... c'est un pote qui m'avait dit ça un jour, mais qui m'avait dit, en fait, tu as l'aspect relationnel avec la personne, tu as l'aspect artistique sur ton et puis tu as l'aspect financier. Et puis, si tu as un projet qui répond à aucun des trucs, c'est-à-dire que financièrement, c'est pas fou, que le gars, il est pas super sympa et que artistiquement, tu pourras rien en faire pour ton portfolio, c'est clairement un projet qui vaut pas le coup. Par contre, si tu as un des 3 trucs qui matchent, voire 2, voire 3, voilà. Ça, c'est le goal. Après, ça dépend. Il en faut au moins 2, je pense, pour au moins 2. Ouais. Alors, je pense quand tu démarres, si tu en as un, c'est cool. Et puis après quelques années, tu vois, quand tu t'es un peu implanté, je pense que d'avoir 2, c'est cool. Puis 3, ça arrive de temps en temps. Où le client, il est cool, ou vraiment derrière. Mais en fait, moi, je remarque dans notre bise, en fait, notre business. Clairement, on a rarement les 3 et on a rarement le projet portfolio. Nous, dans ce qu'on fait. C'est ce qui nous manque un peu. On a souvent un bon relationnel avec la personne et un projet qui va payer, mais on regardait là pour alimenter notre site web l'année dernière, refaire un showreel pour l'année précédente et tout. Et en fait, on était confronté au problème mais on a fait plein de projets, mais franchement, c'était cool, c'était bien filmé, c'était bien photographié, mais on n'a pas grand-chose à montrer aux gens qui sont extérieurs à ce projet. Ça va pas leur parler, ça va pas être intéressant au niveau du portfolio, en fait. Ouais. Vous pensez quoi parce que maintenant, ces dernières années, il y a de plus en plus de gens qui se lancent dans les milieux artistiques, j'ai l'impression. Beaucoup, en tout cas, en photo, en vidéo. Maintenant, sur les réseaux, on voit plein de gens qui se lancent. Je pense que c'est la même chose dans ton domaine aussi, toi, Joao.
vous pensez quoi un peu des gens qui arrivent et puis qui proposent des tarifs à 50 balles, 100 balles? Bah ouais, déjà oui, j'ai l'impression il y a plein de gens qui débarquent un peu de nulle part, qui est pas forcément une mauvaise chose, tu vois. Mais je pense qu'il faut savoir un peu faire le tri entre les gens vraiment legit et ceux qui veulent un peu se donner un style de je suis photographe, tu vois. C'est quand même un peu stylé d'être dans les métiers artistiques. Donc je pense que c'est facile de mettre sur sa bio Insta genre designer, tu sais, des trucs comme ça. Donc je pense qu'il y a un peu un effet de mode aussi, genre qui est grave dû aux réseaux sociaux. Puis ouais, quand tu vois des gens qui font des logos à 50 balles, c'est chaud quoi. Enfin... Je pense qu'il y a une vraie question à se poser de viabilité en fait. Quand je commençais, j'avais un ami de l'époque qui m'avait dit qu'il était musicien et je pense qu'en y repensant c'est assez drôle, mais il m'avait dit, parce que moi je lui disais ce serait quand même cool qu'on ait 300 francs de budget pour faire le clip, enfin tu te rends compte quoi, 300 francs. Puis il me dit, tu sais Maïfa, moi je connais un gars, il fait des clips pour 80 francs. Franchement, si tu t'alignes pas, je sais pas comment tu vas faire. Ouais. Et en fait j'étais là, mais voilà, mais en fait j'ai essayé d'imaginer la vie de ce gars qui faisait des clips à 80 francs. Il doit en faire 2 par jour pour survivre. Ouais. Survivre. Et il peut pas rentabiliser son matos. Et il peut pas investir. Enfin, et donc en fait, il y a un moment quand t'as des gens qui disent... je vois pas mal de pubs comme ça en ce moment, genre oui, photoshoot 100 francs, 37 photos retouchées. Réalistiquement, en fait, on parle pas de la même chose. Ça veut dire que si tu vas chez un photographe, artiste, qui va sortir 2 photos de toi, qui va aller vers une vraie retouche mode, en tout cas beauté, ou peut-être même un développement, enfin tout dépend comment on travaille, et qui va passer 3 heures sur chaque photo, évidemment que le mec qui te fait 37 photos à 100 francs, plus le temps du shooting, jamais il fait ça. Il met une lutte sur Lightroom et puis c'est fini. Enfin, c'est ça que ça veut dire le mot retouché et pro pour cette personne. Et en fait, c'est ça qui est toujours un peu compliqué pour les gens qui sont pas dans le milieu, de comprendre quel vocabulaire veut dire quoi, selon qui le dit. Par exemple, si moi je te dis, ben voilà, j'ai envie de faire un clip, un film musical pour quelque chose, ça veut pas dire la même chose selon qui le fait. Et donc je pense que les gens ont beaucoup de peine à comprendre nos métiers et comprendre du coup le craft ou le temps qu'on met dans certaines choses, et parce que c'est pas dans leur quotidien. Mais par contre les gens sont capables, quand ils vont devoir choisir d'acheter un ordinateur, de comparer toutes les specs, quel disque dur, quelle RAM, quelle carte graphique, et là ils vont être complètement capables de dire ce qui est mieux que l'autre. Par contre quand tu dois choisir un photographe ou un graphiste, d'être là, oui, bah lui il fait le logo à 50 francs et lui il fait le logo à 800. C'est quoi? Ben 50 francs. Et c'est tellement abstrait en fait quand tu imagines. Oui, c'est ça. Spécialement dans le graphisme et le design, je trouve qu'il y a un côté très abstrait en fait dans mais la photographie aussi en fait. Mais tu vois, je me dis, comme tu disais, ceux qui font un truc à 100 balles et tout, en fait, je pense que déjà c'est des gens qui essayent de commencer à en vivre mais qui font pas que ça. Et puis qui est très vite. Mais c'est impossible. T'imagines qu'il fait un shooting à 100 francs. Juste la gestion de client, ça te prend 1 heure de fixer le rendez-vous, d'avoir la personne qui vient, nanana. Tu fais 1 heure de shooting, t'en étais déjà à 2 heures. Les 37 photos, tu dois quand même passer 1 heure dessus, même si tu mets vite fait une lutte. 3 heures pour 100 francs. C'est ça. Donc, tout frais compris, hein, t'as pas des charges. Enfin, ça, tu dois payer encore ton matériel, ton studio. Tes taxes. T'es à perte. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune chance que tu finisses le mois avec des tarifs comme ça. Impossible. C'est hyper intéressant. Et puis ça, c'est du point de vue... Là, déjà, on est un peu plus loin. Mais maintenant, du point de vue d'un client, parce que j'ai l'impression, enfin, en tout cas, nous, on le remarque de plus en plus, c'est que on doit beaucoup éduquer, en fait, les clients. Et je pense que c'est la même chose dans vos domaines. Mais maintenant, comment en fait tu justifies, tu vois, t'as un fameux client, alors là c'était un pote qui te disait pour 80 balles il fait un clip. C'est mignon parce qu'on avait 18 ans, donc tout à fait, voilà. Mais tu vois, t'as un client qui a un titre à rallonge, project manager, marketing, enfin peu importe, t'as toutes ces conneries, et puis en fait qui arrive et qui te dit ouais mais en fait, tu sais, vraiment un gars d'une multinationale et tout, donc tu te dirais le gars il sait de quoi il parle, puis en fait il te compare ton travail à, j'ai une connerie, à 3000 balles, à un mec qui a 300 balles, tu vois. Comment quand quelqu'un, un client comme ça arrive, comment tu te justifies? Moi, je crois que j'ai une petite analogie hyper simple. Je dis, tu vois, t'as faim. Tu veux aller au resto. Tu peux aller au McDo, tu peux aller dans un étoilé.
À la fin, le brief, c'est le même. T'auras mangé. Maintenant, qu'est-ce que tu veux manger? Et je pense que et ça, les gens le comprennent. Parce qu'ils comprennent que quand tu vas aller au McDo, bah, tu vas bouffer un certain truc, et quand tu vas aller dans un resto, tu vas manger autre chose. Et puis après, je pense qu'il y a un moment où tu peux expliquer les choses autant que tu veux, avec toute la bonne volonté que tu veux aux gens. S'ils veulent pas comprendre, ils comprendront pas. Je crois qu'il y a une question après de... Voilà, t'as des gens qui vont piger et puis avec qui tu pourras travailler, mais si les gens ne comprennent pas ça dès le début, je pense que la collaboration sera d'autant pire. Je pense que se battre pour gagner un client qui ne comprend pas ce que tu fais, en essayant absolument de tout lui expliquer, de tout lui mettre pour qu'il pige, mais qui comprend dans le fond toujours pas, c'est juste une ouverture à toutes les frustrations qui va venir derrière. Parce qu'en fait, chaque point du projet, ça va être compliqué. Quand tu vas pas comprendre pourquoi, après le picture lock, faire des changements de montage, alors que t'es déjà rentré en colo, ça coûte en plus, et tout va être une bataille. Donc, il y a un moment, des fois, ces gens, faut juste... T'es pas le bon match. Et moi, je le vois pas comme un truc négatif. Je dis juste, je pense pas que je suis la bonne personne pour vous. Je pense que vous avez besoin de quelqu'un qui travaille un petit peu différemment. Et puis voilà. Puis là, tu touches à un vrai truc, hein, parce que moi, j'ai beaucoup de peine à faire ce que tu dis là. C'est-à-dire que je vais me plier en 4, mais à l'extrême. Mais j'en ai trop souffert de faire ça. Non, vraiment, au bout d'un moment, Mais en fait, à un moment donné, en fait, c'est aussi d'imaginer, de changer un peu de point de vue et de se dire, je suis pas juste quelqu'un qui est en besoin de travail. Eux, ils sont en besoin d'un prestataire. Exactement, puis de se dire que c'est 50-50. Et aussi, en tant qu'artiste, que prestataire, de pouvoir se dire, je peux refuser le projet. C'est pas parce qu'on m'a contacté qu'on va me donner du travail que je suis obligé de tout accepter. Mais comment est-ce que toi, Meifa, tu vas répondre concrètement à ce client où tu te dis ça pue, je veux pas le faire? Je lui dis vraiment très honnêtement, je dis voilà que je pense que je suis pas la bonne personne pour leur projet, qu'ils ont des besoins qui sont peut-être plus comme ci ou comme ça, que je peux volontiers peut-être leur recommander d'autres profils s'ils veulent, s'ils ont besoin de trouver d'autres personnes, mais que je pense que je vais pas réussir à mener, pas forcément pas réussir, mais que je pense que je suis pas le bon match par rapport à leurs besoins. Et c'est pas uniquement sur le budget que tu fais ça, ça peut être sur plein de choses. Des fois, c'est même pas tant le budget qui est un problème, c'est la méthodologie de travail. Où c'est des gens qui veulent te donner 0 info, qu'il faut que tu leur fasses 15 propositions, alors que tu sais pas ce que tu dois faire. Puis au bout d'un moment, je dis, ou qui te donnent pas de tranche budgétaire, qui veulent d'abord discuter de tout avant Et en fait, des fois, c'est un peu compliqué parce que si t'as pas un cadre à peu près précis, comme un budget, quelques images d'inspiration, ou en tout cas quelques informations plus sur un brief, en fait, tout simplement. Après, moi j'essaye toujours d'expliquer qu'en fait dans notre milieu on a besoin de ces informations pour travailler, et puis si je vois que c'est vraiment quelque chose qui va à l'encontre de la philosophie ou de la façon de faire de la personne, je me dis qu'il faut qu'il travaille avec quelqu'un d'autre, parce qu'en fait moi c'est quelque chose qui va me frustrer tout le long, d'être dans ce flou où il n'y a rien qui est clair, qu'il faut chaque fois se battre pour obtenir une info. Le problème c'est que c'est déjà peut-être potentiellement un projet que je vais faire à tarif réduit, donc moi je veux bien le faire si en fait les heures de travail que je peux mettre dedans elles sont dédiées à faire le projet, mais si je dois mettre 4 fois plus d'heures de travail juste pour courir après les gens, obtenir des infos, argumenter, débattre, prier s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir les photos de votre truc, ça rentre, là on est à perte quoi. On finit à 2 francs 50 $ avec ça, donc c'est un peu des fois c'est mieux de laisser passer. Pour moi ça c'est un gros red flag, genre si déjà tu dois te battre pour un client, tu vois. Et je pense aussi si t'essayes de tout accepter comme t'as dit, ça va te frustrer. Le projet il va pas être de bonne qualité si le client il répond pas correctement, donc tu vas te sous-estimer un peu dans le sens genre j'aurais pu faire un travail stylé mais en fait au final c'est de la merde. Et puis t'as meilleur temps de refuser dès le départ que d'essayer de ramer pour attraper un bateau qui est déjà beaucoup trop loin, tu vois. Et parce que ça peut te porter préjudice après, parce que du coup t'auras un travail qui est pas représentatif de ce que tu fais, donc les gens ils vont le voir, ils vont se dire là il est peut-être moins bon que d'habitude, tu vois, alors qu'en fait non, c'était plus le contexte dans lequel t'as travaillé qui était un peu difficile. Et du coup moi c'était un peu mon problème au début, c'est que je me suis dit il faut que j'ai le maximum de clients et je prenais un peu tout partout, tu vois. Mais je pense qu'au début c'est normal d'avoir cette vision. Tu dois faire. Du coup je faisais plein de trucs mais que je kiffais pas du tout, vraiment j'étais là mais c'est nul, genre vraiment je monte, j'ai honte, tu vois. Et ça je crois que c'est un truc avec le temps tu t'affines, ce flair. Et ces red flags, en fait je pense qu'au début on a besoin de se convaincre que c'est pas grave, que c'est si, et puis je pense que quand t'as eu un ou deux projets
où t'as vraiment fini en enfer à cause de certaines personnes, tu t'apprends, tu vois, et du coup, les gens, t'es là, non. Ouais, t'apprends à sentir ce truc de si c'est un bon projet ou pas, tu le sens et après, direct. C'est relatif, c'est-à-dire que c'est peut-être un mauvais projet pour toi, mais c'est un super projet pour quelqu'un d'autre. Donc ça veut pas dire que le problème vient uniquement, enfin, en tout cas que le paramètre c'est uniquement le client. Ça peut aussi être. Moi, je sais que j'ai une façon de travailler qui est hyper structurée et que quand les gens sont pas carrés, même dans la façon de communiquer leurs infos, ou alors qu'ils t'envoient la moitié des trucs sur WhatsApp, l'autre moitié par mail. Enfin, moi, c'est des trucs genre, voilà, j'ai eu beaucoup de peine avec ça. Et donc, je sais que moi, je suis très rigide par rapport à ces méthodologies parce que je sais le temps que ça me fait gagner derrière et que ça fait gagner aux équipes qui travaillent sur les projets. Mais après, il y a des gens, cette façon de faire, ça les dérange pas du tout. Voilà, dans leur tête, ça fonctionne. Donc, c'est toujours un peu subjectif. On entend souvent on entend souvent que les gens, les clients qui ont le plus de budget sont les plus faciles à travailler avec, puis ceux qui ont le moins de budget sont les plus compliqués à travailler avec. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je sais pas si c'est une règle absolue. Je pense pas que ce soit totalement vrai. J'ai eu des clients qui étaient très très chiants et c'était genre mes plus gros clients. Et j'ai eu des clients qui avaient peu de budget qui étaient hyper cool, mais forcément le budget était plus réduit. Mais ça vaut aussi pour le contraire. Genre j'ai des clients qui étaient même des proches entre guillemets, des connaissances on va dire, genre vraiment qui m'ont fait péter un câble, tu vois, genre. Et je pense je sais pas si j'ai le droit d'utiliser ces termes, mais je pense qu'il y a des cons partout, donc voilà, quoi. Je pense qu'il y a effectivement un truc des fois, mais en fait je pense que quand on parle de clients qui n'ont pas beaucoup de budget, on parle quand même déjà de clients qui ont du budget, parce que je pense que nous on a aussi ce truc où on travaille beaucoup avec des artistes ou des proches et tout ça qui ont quasiment pas de budget, donc ça c'est encore une autre catégorie, et c'est vrai qu'on espère qu'avec ces gens ça se passe bien, parce que comme tu disais, c'est le relationnel. Si ça marche pas, bah du coup il y a vraiment genre zéro raison de le faire. Mais après, j'ai l'impression que ça varie. Enfin, moi, j'ai eu travaillé avec des gens qui sont extrêmement riches, genre, voilà, et qui payent pas. Donc, mais qui payent pas du tout. Donc, c'est pour ça qu'ils sont extrêmement riches. Ben oui, mais tu sais, à force de voler 10 000 francs à tout le monde, ça va vite. Hein. Non, mais bon, voilà, je pense que c'est vraiment une question de personnes. Et après, je pense qu'il y a aussi cette question dans les grosses boîtes. Au final, la personne avec qui tu deals, c'est pas son argent. C'est le budget de son département. C'est un bon point que tu apportes. Et donc, au final, il sait qu'il a tel budget. Donc, en fait, il n'a pas un intérêt d'essayer de gratter 15-20% sur ce budget. Enfin, il sait qu'il doit le dépenser pour cette campagne ou ce projet. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est moins un souci. Après, je pense que... Ouais. Peut-être ce rapport-là aussi, mais c'est très humain. Je pense que ça dépend vraiment des gens. Je trouve que c'est pas forcément cette phrase, elle marche bien. Je trouve dans les gens qui commencent déjà à essayer de négocier ton tarif avant même d'être vraiment sur le projet. Je trouve que ça c'est un peu un signal déjà avant-coureur que cette personne-là, elle te dit non mais t'inquiète pas, fais-nous 20% et puis on va vraiment faire le projet très vite derrière, on va pas te demander beaucoup de retours. Tu peux jamais garantir. Tu peux jamais garantir ça. Moi, ça a jamais marché. Sincèrement, les gens qui me disaient tu nous fais un tarif un peu plus bas. Tu fais dans l'autre sens. Tu fais je vous fais le plein tarif et si à la fin ça se passe vite, eh bien je vous fais le 20% sur la facture finale. Maïfa, elle va devenir notre conseillère. Mais non, mais le nombre de fois où on m'a promis ça, on m'a dit fais ce premier projet pas cher et après il y en aura plein d'autres. On fait dans l'autre sens. Je fais ce projet plein pot et les derniers, je les fais moins cher. Ça revient au même pour toi, vu que tu m'as promis qu'il serait là. Sur les maths, ça change rien du tout. Vous pouvez pas le faire. Mais vu que les gens, ils te disent non, parce qu'on peut pas vraiment promettre, tu dis bon, bah si tu peux pas vraiment promettre, qu'est-ce qui justifie que maintenant je te fais un rabais ? Vu que tu viens de... Ouais, bien sûr. Get your story straight. Tu vois, est-ce que tu as ces projets ou tu les as pas ? Parce qu'en fait, tu es en train d'essayer de négocier que tu les as, mais quand je te demande, tu les as plus. Donc, mais c'est pas pour rien qu'elle a fait un TEDx. C'est vrai. Enfin, je veux dire. Mais je suis en train de rédiger ton contrat d'engagement là en ce moment même. Je te mets combien de zéros après
Tu commences par 6. Tu mets un chiffre avant les zéros aussi, ce serait pas mal. Moi, j'ai une dernière question pour vous avant qu'on passe au prochain sujet. On a parlé un petit peu des réseaux, etc. Que on voit ces derniers temps, comme tu t'évoquais, Joao, qu'il y a plein de gens qui viennent maintenant, ils disent c'est stylé d'être sur les réseaux. Enfin bref, il y a tout un truc autour des réseaux. Pour vous, est-ce que passer par les réseaux, c'est quelque chose de primordial ou est-ce qu'il faut avoir quelque chose derrière ? Est-ce que les clients viennent vous chercher sur les réseaux ? Pour moi, c'est primordial et ça m'embête un peu de dire ça parce que j'aime pas trop ce truc m'as-tu vu sur les réseaux. J'ai une relation un peu je t'aime moi non plus avec Instagram. Je pense que je suis pas le seul. Là j'ai supprimé Instagram de mon téléphone parce que je passe trop de temps, je me compare aux gens, tu vois, genre. Le gouffre et je me suis longtemps dit vas-y, j'ai essayé d'avancer sur Instagram et naïvement je me suis dit mon travail va parler par lui-même, mais genre c'est pas possible en fait. Aujourd'hui c'est pas possible. Je crois qu'il y a peut-être si vraiment t'es extrêmement chaud, mais faut vraiment taffer comme un porc, mais genre parce qu'il y a tellement de gens, le marché il est tellement saturé, genre et t'es obligé de te montrer en fait et te vendre littéralement sur les réseaux. Du coup c'est un peu la réflexion que je me suis faite l'année passée. Mais j'essaie de le faire à ma sauce, tu vois. Ouais. Genre moi j'aime pas trop faire des face cam, des reels un peu en mode influenceur parce que je suis pas influenceur, je suis pas dans la vidéo, tu vois, j'ai pas envie de me fabriquer une vie qui n'est pas la mienne, tu vois. Ouais. Donc j'essaie de faire le truc à ma sauce, de faire mes codes, donc ça va déplaire à certains et ça va plaire à d'autres, et ce qui est cool au final parce que du coup je vais avoir une communauté de gens qui kiffent les mêmes délires que moi. Et ça, c'est hyper cool. Donc, ouais, pour moi, les réseaux, c'est vraiment vital. Que ce soit Instagram, LinkedIn, d'autres trucs, même le portfolio sur le net en général. C'est chaud, je crois que j'ai un conflit idéologique et pratique avec Instagram aussi. Moi, j'ai même pas essayé de faire TikTok et les autres trucs. Franchement, je peux pas. Il y a des gens qui m'ont trouvé là-dessus. Ouais. Et même moi, en fait, quand on me propose le nom, je sais pas, d'une maquilleuse, d'un chef-op ou de quelqu'un, je vais aller checker leur compte Insta. Et c'est horrible parce que je trouve que il n'y a pas de justice à proprement parler sur Instagram. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont pas spécialement bons ou intéressants, comme tu demandais sur le fond, qui font des trucs. Alors moi, je juge vraiment juste en termes de qualité aussi technique, sur des projets, et qui vont avoir des 20 000 followers parce qu'ils ont peut-être bien géré. Ça, c'est une force. Ils ont bien géré leur community management, où ils ont fait quelques projets avec les bonnes personnes et les bons noms qui te ramènent aussi. Et je pense qu'il y a aussi une question de dans quel cercle tu travailles, parce que tu as aussi certains clients qui vont avoir des communautés qui vont être très actives sur les réseaux sociaux, et tu vas avoir d'autres clients qui ont des communautés qui sont quasiment pas actives sur les réseaux sociaux. Donc tu as aussi un peu une disparité par rapport à ça. Mais je sais que voilà, moi je poste juste les projets, mais de façon complètement irrégulière. Des fois pendant 2 mois il y a rien, et c'est plus un peu voilà, et j'aimerais ne pas du tout en avoir besoin et pouvoir complètement me détacher de ça. Mais ouais, la réalité c'est que ça te tient un peu en otage et c'est compliqué de faire complètement sans. Mais j'aime pas ça du tout. Enfin, en fait, quand je dis que j'aime pas ça, c'est dire je suis contente de partager des projets dessus, d'écrire un petit mot, ça me fait plaisir. Mais ce que j'aime pas, c'est la dynamique de concurrence qu'il y a, c'est d'être toujours en train de se comparer aux autres, de dire putain mais machin, il est pas foutu de faire un plan exposé juste, il a 20 000 followers, enfin comment c'est possible? Ouais, de ouf. Et en fait t'es dans ce truc où c'est les gens qui jugent et des gens qui n'ont pas forcément l'expertise, mais qui restent finalement le public, quoi, les gens aussi pour qui tu travailles. Donc moi c'est un grand mystère. Et voilà. Je suis d'accord avec ce que tu dis Enfin, moi, j'étais dans la même optique avant, dans le sens où je postais quand j'avais un truc à poster. Ouais. Je mettais pas de hashtag, marketing pas ouf, tu vois. Mais maintenant, j'essaie d'être un peu plus appliqué, de poster, vas-y, au moins une story par semaine ou un post si j'arrive par semaine, tu vois. Et je sens une différence, tu vois. Genre, je postais 2-3 reels et il y a des clients qui sont directement venus m'écrire.
en DM et tout. Donc ça, c'est hyper cool. Après, les clients sur Insta, ça vaut ce que ça vaut. Il y en a, ils sont très cool. Il y en a, ils n'ont pas de budget. Il y en a, enfin, voilà. Après, je pense que c'est important de pas tomber dans ce truc toxique de faut que je poste un reel par semaine, un post par semaine, faut que je commente les trucs. Si tu veux faire ça, tu comptes 3 à 5 heures de travail par semaine. Ouais, et puis bien aussi, ouais. Donc en fait, tu te dis, est-ce que. Moi, c'est un peu la réflexion que je me suis fait, c'est est-ce que sur ces 3 à 5 heures, je peux me former, regarder des choses, apprendre, ou est-ce que je peux faire du contenu pour impressionner des gens que je connais pas? Enfin, c'est ça, ouais. Puis à un moment, je me suis dit, non, mais en fait, je vais jamais gagner à ce jeu-là, parce que j'aurais l'énergie de le faire un peu bien, mais j'aurais jamais l'énergie de le faire à fond, parce que ça va me gonfler. Donc du coup, je me dis, j'ai envie de faire autre chose de ce temps. C'est un peu ça, quoi. Ouais, c'est clair, ça prend vachement. Je préfère bosser sur des projets pendant ce temps-là que de faire des reels pour dire aux gens qu'il faut m'engager sur des projets, quoi. Méga intéressant. Merci en tout cas pour ce premier sujet qui était comment vendre son art. Si vous voulez aller voir une discussion qu'on a eue avec William justement par rapport aussi à ça, où on va peut-être des fois plus sur le concret, sur les chiffres, il y a l'épisode connaître sa valeur sur le marché que vous pouvez aller voir qui sera en description. Vous pouvez aller voir aussi de la saison passée.